Bonjour Francis, Bonjour. je vais vous poser la première question. Quelle différence faites-vous entre tradition et culture locale? Alors, une culture locale, elle peut être déterminée par la tradition. Ça signifie que elle a été transmise d'une certaine manière, elle a été transmise de père en fils, de génération en génération. Et si je puis dire, la tradition, c'est un mode de transmission d'une culture, ça n'est pas le contenu de la culture. Une culture locale, elle est liée à une sensibilité, elle est liée à une certaine façon de vivre ensemble, elle est liée à une certaine euh, un certain rapport à un territoire, elle est liée à énormément de facteurs différents, qu'ils soient géographiques, historiques, alors que la tradition, c'est, je le répète, seulement étroitement le mode par lequel se transmet une culture. Alors évidemment, euh, je ne dis pas que je n'oppose pas culture locale et tradition. Bien entendu, s'il y a des cultures locales, c'est parce que il y a eu une transmission traditionnelle. Il ne peut pas y avoir de culture qui soit complètement déracinée de son mode de transmission. Mais il faut bien distinguer les deux pour la raison suivante. Une façon de une façon de défendre la culture locale consiste à dire nous défendons cette culture parce que c'est la tradition. Or, c'est ça qui est discutable. Nous pouvons défendre une culture locale parce que, eh bien, elle nous apporte une certaine manière de vivre ensemble, parce que elle est liée à une certaine sensibilité, parce que elle est liée à un rapport particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure, à un territoire, à un peuple, peut-être même dans certains cas à une langue particulière, mais ce n'est pas ou ce n'est pas seulement parce que c'est la tradition. Et la raison est la suivante. Quand on dit je défends quelque chose parce que c'est la tradition, on peut vous rétorquer immédiatement que énormément de euh, traditions ont été éradiquées parce que c'était, comment dirais-je, des mauvaises traditions. La plupart, prenons un certain nombre d'exemples. Euh, Prenons l'exemple typique, j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, on en reparlera peut-être tout à l'heure, certains défenseurs de la corrida défendent la corrida parce que c'est la tradition. Mais les adversaires de la corrida ont beau jeu de répondre que la tradition n'est pas un argument, puisque la plupart des grands progrès des mœurs se sont faits contre des pratiques enracinées et donc qu'on pensait être légitimées par la tradition. Lorsque la guerre de sécession a explosé aux États-Unis à cause de l'esclavage, les États du Sud disaient que c'était la tradition. La soumission des femmes, certains disent, eh bien, c'est la tradition. Et il est vrai aujourd'hui que des traditions tout à fait détestables, comme le suicide des veuves en Inde, ou encore ce qu'on appelle l'excision, c'est-à-dire la mutilation génitale des petites filles dans certains pays africains musulmans, sont faits au nom du fait que c'est la tradition. Donc, ne confondons pas un mode de transmission de la culture et un argument pour défendre la culture. Ce sont deux choses différentes. Encore une fois, bien entendu, s'il n'y avait pas de transmission traditionnelle, il n'y aurait pas de culture locale. Pourquoi, selon vous, est-il utile de préserver les patrimoines culturels de la Gascogne? Alors, il est important de défendre toutes les cultures locales et toutes les traditions, non pas, encore une fois, parce qu'elles sont la tradition, mais lorsqu'elles sont implantées,
et qu'il y a de bonnes raisons de les maintenir. C'est le point important. Lorsqu'il y a de bonnes raisons de les maintenir, on reviendra sur ces bonnes raisons. J'en ai énoncé quelques-unes, une certaine façon de vivre ensemble et d'éprouver les mêmes réactions, d'éprouver, d'avoir une même sensibilité. Je reviendrai sur cette notion de sensibilité. En tout cas, concernant l'idée générale, il y a deux, voyons successivement l'idée générale de défendre les cultures locales et voyons ensuite le cas particulier de la Gascogne. Concernant l'idée générale est extrêmement importante. Nous devons aujourd'hui plus que jamais défendre la diversité culturelle pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous avons le sentiment d'une immense uniformisation à l'échelle mondiale, c'est ce qu'on appelle la mondialisation ou la globalisation qui fait des ravages sur le plan culturel, c'est-à-dire que la planète entière est submergée par une culture, en particulier une culture anglo-saxonne, la culture GAFAM si on va du côté des grandes technologies, mais surtout, concernant la culture proprement dite, la culture McDonald's, Coca-Cola, et qui va avec une certaine façon de vivre qui, au fond, menace d'autres façons de vivre et de sentir. Alors, ça, c'est un argument général pour défendre pour défendre la diversité culturelle en général. J'ajoute quelque chose qui me semble très important. Je défends dans un certain nombre de mes travaux les valeurs universelles, c'est-à-dire les valeurs humanistes qui nous rassemblent. Mais il ne peut pas y avoir de valeurs universelles, je vais le dire autrement, il ne faut pas confondre les valeurs universelles et l'uniformité. C'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire qu'on ne défendra les valeurs humaines, humanistes en général, qu'à partir du moment où on prendra conscience qu'il y a autant de façons de vivre ces valeurs universelles qu'il y a de sensibilité locale. Les deux se complètent. Prenons un exemple très très simple. Vous ne pouvez défendre votre manière de sentir une religion si vous avez la foi, ou de ne pas une façon de, comment dirais-je, de ne pas être croyant si et seulement si vous vous abritez vers quelque chose qui est universel, qui est la tolérance, par exemple, ou la laïcité. Eh bien, cette valeur universelle, elle permet la cohabitation de différentes sensibilités. Eh bien, il en va de même pour les valeurs humanistes que vous, comme moi, nous défendons. Elles ne peuvent être défendues que si l'on respecte les cultures locales. Alors ça, c'est sur le plan général. Maintenant, il est clair que la Gascogne, eh bien, c'est pour moi qui habite Paris, mais je me soigne, hein, je viens souvent en Gascogne, je ne reste pas maladivement parisien toute l'année. Eh bien, c'est en effet une certaine manière de vivre, alors on l'a dit, de vivre la gastronomie, de vivre la ruralité, de vivre le rapport à la nature, qui n'est pas forcément celle qui est la plus en vogue lorsqu'on entend, disons, le discours écolo moyen. Ça ne signifie pas du tout que ça n'est pas défenseur des valeurs écologiques, c'est exactement le contraire. Mais ce que j'entends par le discours écolo moyen, c'est un discours, j'allais dire, triste, ascétique, qui nous condamne, qui condamne toute forme de rapport au plaisir, au bien-vivre. Eh bien, pour moi, la Gascogne, c'est une forme de territoire du bien-vivre et du bien-vivre ensemble. Je l'ai dit, la gastronomie, la tauromachie, on peut continuer encore avec certaines manières de défendre la chasse. Bref, il y a dans ce territoire quelque chose qui mérite d'être défendu pour lui-même, non pas pour l'imposer aux autres, mais précisément parce que nous savons là qu'il y a un certain refuge d'une certaine bonne manière
de vivre. Et selon vous, les animalistes se trompent de combat. Vous pouvez expliquer pourquoi? Bien, si vous voulez, je comprends, il faut comprendre les animalistes parce qu'en effet, ils estiment que c'est parfois parce qu'ils ont une certaine sensibilité à la souffrance animale, qui est tout à fait respectable, c'est parce qu'ils pensent pouvoir étendre au-delà de l'humanité eh bien, les notions qui sont au fondement de la morale, qui sont les notions de compassion, de pitié, bien entendu. Tout cela me paraît absolument nécessaire. C'est au fond quelque chose qui nous rend humains, cette compassion. Mais ça ne peut pas être le fondement de notre morale. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas mettre dans le même sac les êtres humains et les autres êtres vivants. La preuve, c'est que nous sommes humains précisément parce que nous reconnaissons des valeurs morales et précisément parce que nous ne traitons pas tous les animaux de la même façon. Je veux dire que être humaniste, c'est considérer qu'il y a différentes normes selon les rapports que nous avons avec les autres êtres vivants. Les rapports que nous avons avec une personne, ce sont des rapports qui doivent être universels, des rapports réciproques, des rapports de personne à personne. Je reconnais l'autre comme une personne parce qu'il me reconnaît comme une personne. Nous sommes tous d'égale dignité, comme on dit en droit ou en morale. Les rapports que nous avons avec les animaux ne peuvent pas être marqués par cette espèce de réciprocité absolue et de respect absolu de l'un pour l'autre que nous avons. En revanche, il est clair que nous avons des devoirs vis-à-vis des animaux. Nous ne pouvons pas traiter, je ne peux pas me traiter mon chien comme je traite ses puces. Mon chien lui-même ne le permettrait pas. Alors, on peut distinguer la manière dont nous devons traiter les animaux par exemple, nos animaux de compagnie, eh bien, nos animaux de compagnie, eh bien, en quelque sorte, nous avons une sorte de contrat avec eux. Ils nous apportent leur affection, nous leur apportons notre affection, et donc nous ne devons pas, nous sentons bien que nous sommes engagés vis-à-vis de nos chiens et de nos chats, vis-à-vis de nos animaux de compagnie, d'une façon très particulière, qui est que nous avons créé des liens entre nous, et que si j'abandonne mon chien sur une aire d'autoroute au mois d'août, eh bien je romps ce lien, et j'ai un sentiment, n'est-ce pas, de rompre le devoir que j'avais vis-à-vis de ce chien qui, en quelque sorte, m'a fait confiance, je lui ai fait confiance. Nous avons vis-à-vis des animaux dits de rente, c'est-à-dire ceux que nous élevons depuis 10 000 ans pour leur chair, pour leur lait, pour parfois pour leur qualité, leur trait ou pour le miel, etc. Nous avons d'autres devoirs. Nous avons des devoirs, évidemment, qui sont d'un autre ordre. Il y a une autre sorte de contrat que nous avons vis-à-vis d'eux, qui est le fait que, eh bien, ils nous donnent quelque chose, nous devons leur donner en quelque chose en échange, par exemple, des conditions de vie qui leur permettent de vivre en accord avec les exigences de leur espèce, comme dit le Code rural, et comme je sais très bien que c'est le cas de nombreuses fermes des Landes, par exemple. Et vis-à-vis des animaux sauvages, nous n'avons pas de devoirs particuliers. Nous ne pouvons pas sauver tous les poissons, tous les mammifères de toutes les forêts du monde. Nous ne pouvons pas aller à leur secours. Donc, la notion même d'animal est fausse. C'est là où les animalistes se trompent de combat. En tant qu'humanistes, nous devons à chaque fois penser nos rapports avec les animaux d'une façon qui soit singulière. On ne peut pas traiter les animaux en général de la même façon, et encore moins les mettre dans le même sac que les êtres humains. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais quel lien existe entre les chasseurs, les pêcheurs, les agriculteurs, les gastronomes, les aficionados? Ce lien, il s'appelle un territoire, ce lien, il s'appelle la Gascogne, ce lien, il s'appelle
le Sud-Ouest. Ce lien, il s'appelle, je le répète, une certaine sensibilité. Alors, pour l'illustrer, je voudrais lire un arrêt de la Cour, et ça va nous permettre de revenir d'ailleurs à la première question que vous m'avez posée sur tradition et culture locale. Il y a un arrêt que j'ai beaucoup aimé, un arrêt de la Cour d'appel d'Agen de 1996, c'est déjà un peu loin, qui avait défini, parce que vous savez qu'on y reviendra sans doute, la corrida est devenue licite dans les régions de tradition locale, ininterrompue. Alors, la Cour d'appel d'Agen avait défini la tradition locale de cette façon-là. La tradition locale est une tradition qui existe dans un ensemble démographique déterminé par une culture commune, les mêmes habitudes, les mêmes aspirations et affinités, une même façon de ressentir les choses et de s'enthousiasmer pour elles, le même système de représentation collective, les mêmes mentalités. Eh bien, on ne saurait mieux définir ce que c'est qu'une culture locale que par ces différents mots de la Cour d'appel d'Agen qui avait autorisé la corrida et qui avait déterminé cette notion de localité, de culture locale dont vous me parliez. Alors, il y a un ensemble démographique, voilà, alors pour la corrida qui est plus ou moins le département, culture commune, alors mêmes habitudes, mêmes aspirations et affinités, et comme je le disais tout à l'heure, une même sensibilité, même façon de ressentir les choses et de s'enthousiasmer pour elles, même système de représentation collective et même mentalité. Cela signifie que, par exemple, une course de taureaux qui serait vue comme une barbarie à Lille, Strasbourg ou Berlin est vécu localement d'une toute autre manière parce qu'il y a un rapport particulier au taureau, une même façon de ressentir sa vie, de ressentir son combat, une même façon de s'enthousiasmer pour l'engagement du torero, pour prendre cet exemple. Et de la même façon, on pourrait prendre tous les exemples que vous avez cités. Ce qui fait l'unité d'un territoire, et ce qui fait, c'est évidemment parce que ça s'est transmis d'une façon traditionnelle, mais c'est parce que cela a créé, en effet, une certaine sensibilité commune. Voilà. Alors, peut-être quelques mots, peut-être pour y revenir sur cette notion, comment dirais-je, cette notion dont on a parlé un petit peu au début et sur laquelle je voudrais revenir pour une raison que vous allez voir. La différence entre tradition et culture locale. Voilà. Alors, il faut distinguer, je ne l'ai peut-être pas assez dit tout à l'heure, le motif qui rend, par exemple, la corrida ou certaines chasses licites dans certains territoires, et donc le motif et l'extension de ce caractère licite. Parce que, comme vous savez, la corrida, par exemple, pour prendre cet exemple, est un cas tout à fait intéressant parce qu'elle est licite dans seulement une dizaine de départements français. Alors, beaucoup de gens s'interrogent, comment se fait-il que quelque chose qui soit licite quelque part ne le soit pas partout, d'autant que, est-ce que la loi ne doit pas être universelle, est-ce que les droits humains ne doivent pas être universels, et si quelque chose est choquant à Lille, il devrait aussi choquer à Bayonne, à Mont-de-Marsan, et pourquoi pas à Nîmes-Noir. Alors, je crois qu'il faut là bien différencier le motif et le territoire. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a une tradition que telle
spectacle, par exemple les spectacles taurins, ou, autre exemple, telle chasse doit être autorisée, mais là où il y a tradition. Parce que, je le répète, la tradition a pour effet de forger une culture et une sensibilité particulière. Le fait d'avoir été entouré depuis son enfance de discours sur la tauromachie, de vivre à proximité des taureaux, d'avoir dès l'enfance appris à connaître cette bête magnifique et fière, d'avoir acquis cette admiration pour l'animal, de connaître ce qu'on appelle sa bravoure, sa noblesse, sans laquelle, par exemple, la corrida n'aurait aucun sens. Tout cela a forgé une sensibilité particulière propre à un territoire, sans laquelle la perception de ce spectacle singulier serait faussée et apparaîtrait en effet comme barbare et comme tout à fait scandaleux. Autrement dit, ce qui serait vu comme un acte de cruauté à Londres, à Boston, à Stockholm, à Lille ou à Strasbourg, peut être compris à Dax, à Béziers, à Mont-de-Marsan ou à Bilbao comme un acte de respect pour le combat du taureau, inséparable d'une identité régionale ou locale. Donc, autrement dit, la corrida, ou peut-être on peut dire aussi la chasse, ou peut-être on peut le dire aussi de certaines cultures gastronomiques propres à la Gascogne, est inséparable des identités qu'elle a forgées et qui se sont construites grâce à elle. On n'imagine pas les fêtes d'Ax ou de Mont-de-Marsan sans taureau. C'est quelque chose qui serait, pour ces régions, pour ces villes, une amputation de leur propre identité. Alors, à une époque où nous avons le devoir de défendre la diversité culturelle, où nous avons le devoir de résister à la mondialisation de la culture, à l'uniformisation des valeurs, à la toute-puissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une culture ou d'une civilisation anglo-saxonne dominante, conquérante, eh bien, il faut plus que jamais défendre ces identités culturelles, locales, régionales, minoritaires, parce qu'elles sont minoritaires. Et si vous aviez un conseil à prodiguer à Esprit du Sud, ce serait lequel? Ah, j'ai pas beaucoup de conseils à donner à qui que ce soit. Disons peut-être, nous devons tous exiger le respect des autres et nous devons, comment dirais-je, nous sentir obligés par le respect vis-à-vis des autres sensibilités. Je crois que nous ne gagnerons rien. Nous ne gagnerons rien à vouloir imposer comme quoi que ce soit. Ce que nous devons peut-être faire sentir à nos adversaires, c'est que nous sommes quelque chose, je dis nous, je me sens impliqué dans votre combat, en tout cas dans vos valeurs, c'est que nous nous sentons une minorité menacée et que nous pensons qu'il y a dans cette minorité une certaine manière de bien vivre que nul n'est forcé de reprendre à son compte, mais dont chacun pourra reconnaître dans sa manière de sentir ou de penser quelque chose qui est forcément aussi constitutif de sa propre identité. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps.